Un rapide historique, comment la fabriquer, comment la rendre imperméable pour l'extérieur. La sculpture en papier terre que je vais vous présenter dans cette vidéo est une matière et une technique en héritage direct avec une autre plus connue, le papier mâché. Le papier terre ne fait en quelque sorte que de perfectionner le papier mâché. Le papier terre est plus résistant, il s'adapte pour l'extérieur, comme nous le verrons à la fin de la vidéo. Le papier terre, comme le papier mâché, permettent de recycler le papier, par exemple ceux des journaux quotidiens, faciles à récupérer gratuitement. S'ajoute à la gratuité de la matière première d'autres avantages, et pas des moindres, sa légèreté associée à sa dureté. Et comme nous allons le voir dans un rapide historique, une liberté de forme jusqu'au plus complexe. Le papier est inventé en Chine au IIe siècle et prendra son essor en France au XIVe siècle. La pulpe de papier modelée, ou les feuilles déchirées puis collées en strates successives, ou les deux combinés, a permis de réaliser divers objets parvenus jusqu'à nous. Par exemple, les casques chinois laqués de Mandchourie, ou ceux des samouraïs japonais. Ou bien encore toutes sortes d'objets du quotidien, comme ces récipients chinois. L'invention du papier mâché va progressivement se faire connaître de l'Est vers l'Ouest. De Samarcande, son emploi se propage vers le Maroc. Via Damas, il gagne le Nord. Vers la fin du Xe siècle, l'artisanat du papier mâché remonte par l'Espagne jusqu'à la France et l'Allemagne. Parmi les routes commerciales actives, le commerce vénitien fera également connaître la carta pasta. Assiettes, cadres de miroirs, jouets, une multitude de petits objets jaillissent d'un artisanat florissant, populaire, développé en Perse, en Inde, dans la province du Cachemire et au-delà vers l'ouest. L'Allemagne et l'Angleterre adopteront l'expression française « papier mâché », qui désigne la méthode de préparation de ce support, mâché signifiant couper sans netteté en déchirant les fibres. La technique se complète en allant de la simple superposition de papier déchiré, puis encollé, à la pâte de papier déchirée, broyée, malaxée avec colle et autres composants. Certains dictionnaires lui réserveront l'appellation de papier mouillé, d'autres de papier estampé, de carton-pâte ou de papier-pierre. Appliqué souvent dans des moules, puis assemblé par morceaux, poncé, enduit de nombreuses couches de laque, incrusté de nacre ou d'autres matériaux qui le rendent alors plus noble. À partir de 1670 en Angleterre, de 1850 en France, sous Napoléon III, dans toute l'Europe, également aux États-Unis, de grandes entreprises vont succéder à une production jusqu'alors artisanale. Des fabriques alors se spécialisent dans la production d'une multitude d'éléments, déposant toutes sortes de brevets. La mode de l'époque est fortement inspirée par l'Asie, lorsque l'industrie du papier mâché est à son apogée. Toutes sortes d'objets vont généreusement être décorés. On notera par exemple des poupées anglaises, des plumiers indiens, toutes sortes de plateaux, boîtes, coffrets, coffres, coupe-papier ou bustes de personnalités, tabatières, boîtes à priser, porte-cartes, boutons pour vêtements, ouvrages de piété, toutes sortes de marionnettes, les toits et portes de carrosses vernis ou pour les chaises à porteurs, décors du théâtre et plus tard pour ceux du cinéma, appliques et bras de lumière, paravents, salons entiers, tables, fauteuils, bureaux, bibliothèques. Certains de ces chefs-d'œuvre sont conservés au musée au fil du papier de Pont-à-Mousson. On notera également les modèles anatomiques en papier mâché du docteur Ozu vers 1820, fabriqués dans des moules assemblés et expédiés dans le monde entier. Le succès de sa démarche pédagogique sera à l'origine d'une usine qui employait de 1928 aux années 2000 plus de 80 personnes. On peut aujourd'hui admirer ces sculptures anatomiques au musée de l'écorché d'anatomie de Neubourg, à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, pour ne citer que ces deux musées.
Le papier-mâché entre dans l'architecture du XVIIIe comme avec le Petit Théâtre de Marie-Antoinette. Mais sa véritable percée aura lieu au XIXe. Grâce aux entreprises londoniennes Jackson & Son et Charles Befield, le matériau devient à la mode et surtout très économique. Il est utilisé pour l'embellissement de plafonds et toutes sortes d'ornements. Manteaux de cheminée, enduits de plâtre, moulures de plafond, bas-reliefs décoratifs, meubles, etc. Des cloisons insonorisantes pour trains, bateaux et demeures sont mis au point. En 1846, Charles Befield dépose le brevet de panneaux de papier-mâché mesurant 1,80 m par 2,50 m en 13 mm d'épaisseur. Ces derniers offrent une grande robustesse, une bonne isolation au bruit. Ils servent à la construction de cloisons étanches ou de séparateurs de cabines pour bateaux à vapeur et wagons à train. On en vante aussi la permanence du décor. Le lotissement de 10 maisons préfabriquées reste une des applications les plus impressionnantes de Befield. Une fois les bâtisses élevées provisoirement sur le terrain de l'usine, des pluies diluviennes y causent une belle inondation, mais les maisons résistent fort bien alors qu'elles sont plongées dans 60 cm d'eau. Après son apogée, le papier-mâché va être progressivement détrôné par des procédés et matériaux nouveaux. La galvanoplastie vers 1850, le celluloïd vers 1856, la bakélite vers 1907, prémisse de l'arrivée d'une autre révolution 50 ans plus tard, celle du plastique. La dernière entreprise de papier-mâché ferme ses portes en 1920. Mais comme pour prolonger son succès, le cinéma s'en empare dès ses débuts. On le retrouve par exemple dans les décors monumentaux des péplums que produit l'Europe ou les USA. Que de colonnes vacillantes ou de blocs de roches portés à bout de bras. Et malgré son heure de gloire passée, le papier-mâché est encore toujours très employé par les artisans de nombreux pays où le travail manuel est encore très présent. Des artisanats d'art au rendu plus ou moins sophistiqué, des traditions multiséculaires l'utilisent toujours pour ses avantages et ses qualités. Au Cachemire, Mexique, Japon, Philippines, Espagne, Italie et dans bien d'autres pays du monde. On y retrouve souvent toutes sortes de figures, de masques et des immenses personnages qui défilent dans les carnavals, les festivals et autres fiestas. De l'artisanat d'art à l'art, il n'y a qu'un pas. La sculpture moderne ou contemporaine affectionne ce matériau malgré les résines et autres produits de synthèse. Le papier-mâché est alors revisité, associé à d'autres techniques propres à chaque artiste. Utiliser et fabriquer le papier terre. Comme pour le papier mâché, malaxé en pâte, le papier terre se travaille très souvent sur une armature plus ou moins complexe, aérienne et légère. En plus des mains, l'usage des spatules sont de mise. Elles compressent mieux la matière et exploitent la précision du modelé, bien supérieure chez le papier terre. Vous pourrez travailler plusieurs fois sur votre sculpture car la pâte fraîche accroche sans problème sur les surfaces déjà sèches. L'armature peut également être un support que l'on enlève après coup, l'idéal pour gagner encore plus de légèreté. N'importe quel support fera l'affaire pourvu qu'on puisse le retirer. Pensez à emballer celui-ci pour un bon déroulement de l'opération. Ainsi, une forme en bois, en polystyrène, plâtre ou argile frais, ou ici, une simple poterie fera l'affaire. Si vous avez des moules en silicone, en bois ou en plâtre, vous pourrez également tester le papier terre dedans. Privilégiez les moules ouverts pour le séchage. Vous noterez en démoulant votre épreuve un inconvénient relatif, une rétractation plus ou moins légère de la forme. Pour réaliser votre pulpe de papier en grande quantité et rapidement, évitez le papier glacé. Noyez dans l'eau vos feuilles de journaux, une à une, froissez de préférence, afin d'éviter les grumeaux. Si vous n'avez pas de mixeur plongeur puissant, vous prendrez un mélangeur à peinture monté sur une perceuse munie de 2 poignées. Mais surtout, vous déliterez plus rapidement et finement votre matière en employant un bac d'eau très chaude, voire bouillante.
Une essoreuse d'occasion sera votre allié pour cette opération rapide et efficace. Pour la recette du papier terre, vous garderez malgré tout une certaine humidité dans votre pulpe, car vous allez rajouter dans l'étape suivante de l'argile. C'est maintenant la dernière étape. Avec votre perceuse, commencez à concasser un peu cette pulpe fraîchement essorée. Vous avez récupéré de la terre glaise bien sèche de toutes sortes. Vous allez la recycler comme les journaux. Concassez-la en grains fins, voire en poudre si vous le pouvez. Mélangez-la à la pulpe de papier. Le conseil est d'associer 50% de papier avec 50% d'argile. La surprise est que vous pouvez vous passer de colle. En fait, c'est l'argile qui remplace la colle à papier peint, celle qu'on utilise habituellement dans la fabrication du papier mâché. Autre bonne surprise, pas besoin de conservateur. Vous avez une grande quantité de papier terre et vous allez l'utiliser pendant plusieurs semaines, alors laissez-la dans son récipient sans la couvrir. Vaporisez éventuellement un peu d'eau en surface une fois par semaine. Cette démonstration n'est qu'une base. Faites vos expériences, testez en petite quantité toutes sortes d'assemblages, rajoutez d'autres matériaux, cherchez d'autres procédés. Il y a sans doute bien des choses à découvrir, comme d'imperméabiliser vos sculptures pour un jardin par exemple. C'est en me plongeant dans l'histoire du papier mâché que l'huile de lin s'est imposée. Une fois votre sculpture en papier terre bien sèche, saturez-la d'huile de lin de tous côtés. Une couche chaque jour pendant 7 jours et plus. Vous pouvez diluer votre huile avec 10% d'essence de térébenthine pour une meilleure imprégnation. Le papier terre sèche et se patine alors, évoquant ici un aspect cuir ou métal. Mais vous pourrez modifier cette patine comme bon vous semblera, jusqu'à imiter un bronze vert de gris par exemple. Ce sera l'occasion d'une protection supplémentaire contre les intempéries. Utilisez de la peinture à l'huile tout simplement, dans une logique d'efficacité et de compatibilité. Voici 4 sculptures qui ont passé 5 ans dans un jardin en Normandie et résisté au climat marin du Havre. À gauche, un oiseau abstrait perché sur un galet. Le papier terre armé d'un simple fer à béton et fil de fer a été huilé puis peint en 3 couches. À gauche, 3 sculptures en papier terre simplement huilé. 2 d'entre elles sans aucune armature, le masque, où de la colle fut associée au papier terre, un galet creux, réalisé en 2 parties assemblées, ne contenant que du papier, de l'argile et bien sûr de l'huile de lin. Et enfin, sur une armature, un curieux personnage sur un trône, pour tester une forme avec différentes épaisseurs et recoins. A noter qu'aucune de ces 4 sculptures n'est en contact avec le sol ou son socle. Voyez l'astuce des petites cales faites de vis ou de tubes plastiques par exemple. Vraiment impérissable ? Le papier terre n'est bien sûr pas fait d'inox ni de marbre. Quelques conseils alors pour lui donner toutes ses chances de longévité. Une surveillance occasionnelle s'impose. Regardez et réparez, huilez ou peignez le moindre bobo. Une couche d'huile de lin légèrement diluée une fois par an sera toujours bienvenue. Éventuellement, lors d'une longue période de pluie, vous pourrez bâcher ou mettre sous abri vos créations. Ainsi, vous pourrez même arroser, rafraîchir et éponger vos sculptures si les mousses et les lichens vous dérangent. Si vous recherchez des surfaces extrêmement lisses, soit par endroits ou sur l'ensemble d'une sculpture, utilisez des papiers de verre montés sur cale. Le ponçage sera plus facile. Pour de grandes surfaces, vous emploierez toutes sortes de ponçeuses électriques. Vous pourrez aussi explorer des enduits de façade ou toute autre matière qui sera toujours prudent de tester au préalable.